nos échanges sur l'adaptation cet après-midi avec un nouvel exemple. Alors, à nouveau, si ça marche, c'est toujours le moment difficile. Nous allons parler de l'organisation d'un territoire face au risque d'inondation. Je suis très heureuse d'accueillir Catherine Grand-Père. Bonjour, vous êtes chef de projet à l'OCDE. À vos côtés, Auguste Gire. Vous êtes chercheur de l'École des Ponts Paris-Tech. Et Christophe Hugues, directeur général adjoint en charge de la maîtrise d'ouvrage chez Vinci Autoroutes. Alors, quelque part, c'est la quatrième séquence de l'après-midi, donc je vais vous reposer des questions qu'on a déjà posées, mais parce qu'en plus, vous êtes venus avec des super photos. Donc, je pense que c'est bien de vous redemander un peu un état des lieux, de quoi on parle quand on dit qu'on s'adapte, pourquoi s'adapter. Christophe Hugues, je vous laisse peut-être commencer. Puis normalement, j'ai même un accès aux photos que vous m'avez envoyées, mais l'idée c'est pas de les commenter, mais peut-être plus de les avoir mettre en fond, voilà, ouais. de les mettre en fond et que vous m'expliquiez ce que ça veut dire pour vous l'adaptation. Alors sur les photos, je sais pas qui lance, moi je dois pouvoir les bonjour lancer. à tous. Oui. Allez-y, alors, déjà en préambule, je voudrais dire deux choses. Une première chose que je pense qu'on a bien compris dans les précédentes interventions, c'est que pour nous, le changement climatique, il est déjà là. On subit déjà des événements extrêmes de façon récurrente et des événements qui sont à un niveau, une intensité tout à fait inattendue par rapport à ce qu'on imaginait au moment de la conception des infrastructures. Alors c'est un vrai sujet pour une infrastructure routière, autoroutière. L'autoroute, c'est une colonne vertébrale des mobilités routières en France, qui représente les mobilités routières quasiment 9/10 des déplacements de personnes et de marchandises. Et donc, à la question pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut pouvoir continuer à bénéficier de cet outil qui, comme on l'a vu par exemple pendant la crise du Covid, est essentiel à la fois pour l'approvisionnement et puis pour les échanges interrégionaux. Alors, comment ça se traduit ? Ça se traduit par des événements de différents types. On a connu des crues, des inondations très fortes. On a eu notamment en 2016 un événement avec une récurrence théorique de 150 ans où l'autoroute A10 au nord d'Orléans a été inondée pendant plus de 2 semaines. On avait 1,50 m d'eau sur l'autoroute, on a fait de la barque sur l'autoroute et quand l'eau s'est retirée... C'est une jolie rivière qu'on vient de voir, en fait, qu'on ne voit plus. Mais alors je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, mais voilà. Donc 1,50 m d'eau au-dessus de l'autoroute, quand l'eau s'est retirée, il y avait des poissons sur l'autoroute. Donc c'est des événements totalement inattendus. On a eu en 2021 sur l'autoroute A9 un événement, la récurrence théorique de cet événement est supérieure à 1000 ans. Alors je précise peut-être ce terme de récurrence. Donc quand on construit une infrastructure, on utilise des événements météorologiques types basés sur des statistiques. Et on dimensionne par exemple le réseau d'évacuation d'eau sur la pluie qui est censée revenir tous les 10 ans, les bassins sur l'inondation ou les crues qui sont censés revenir tous les 50 ou 100 ans. Donc les événements de récurrence théorique supérieure à 1000 ans, on n'est pas censé les voir arriver. Et donc toute cette dernière décennie, on a connu beaucoup de ces événements extrêmes. Alors il n'y a pas que les crues et les inondations. On a aussi les tempêtes avec des vents très forts qui peuvent faire tomber des arbres, qui peuvent faire chuter des panneaux, avec des risques d'endommager les clôtures, d'avoir des animaux qui pénètrent sur le réseau autoroutier avec tous les dangers que ça représente pour la circulation. On a les sujets des canicules qui peuvent déformer les dispositifs de retenue, qui peuvent jouer sur la dilatation des ouvrages qui n'a pas été prévue pour des températures aussi extrêmes que celles que l'on connaît. Et on peut avoir les joints d'ouvrage, par exemple, qui sont endommagés ou qui peuvent devenir potentiellement dangereux. On peut avoir les dispositifs de retenue qui se déforment. Donc on est confronté vraiment à toutes sortes d'événements. On a ça aussi sur les chaussées, on l'a évoqué tout à l'heure. Les fortes températures nous font fluer le bitume, et on a des phénomènes d'orniérage, voire sur des chaussées béton avec la dilatation, on peut avoir des soulèvements. Je pense que vous avez vu une photo derrière moi d'une chaussée béton qui se soulève, mais je ne le sais pas, donc est-ce qu'on peut avoir la photo, parce qu'en fait, c'est comment voilà, merci beaucoup. Alors voilà, là on voit un dispositif de retenue, on voit un joint, alors c'est des joints de dilatation, donc c'est des peignes comme ça, puis s'il rentre en butée, il commence à se relever, donc vous voyez le danger que ça peut représenter pour la circulation. Un autre dispositif de retenue, donc ils sont tellement soumis à la dilatation qu'ils se détachent de leur support. Je ne sais pas s'il y a des autres photos.
Là, c'est une chaussée avec une structure en béton, donc elle s'est un peu trop dilatée, sous l'effet de la température, et puis des chutes d'arbres avec le vent et les tempêtes. Voilà. Donc c'est ce type d'événement auquel on est confronté. Et il y a 30 ou 40 ans, quand on a conçu, quand on a construit les infrastructures autoroutières, on n'avait pas imaginé des événements aussi intenses. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur les photos où on voit l'autoroute totalement. C'est la photo d'avant, encore avant. Voilà. Alors ça, c'est la 9 à Nîmes. Donc on a eu, en fait, c'est des phénomènes qui prennent naissance dans un bassin versant en amont. Il y a eu une concentration d'eau qui s'est déversée sur l'autoroute comme un torrent et qui, en quelques minutes, a emporté les véhicules. Et l'autre photo, celle d'Orléans, si on peut la voir. Non, dans l'autre sens. Voilà. C'est là où je vous disais 1,50 m d'eau, les poissons et les barques. Là, on avait 4 zones inondées comme ça. 350 véhicules qui étaient isolés entre des zones inondées, totalement inaccessibles parce que tout le réseau secondaire était aussi totalement neutralisé. Donc c'est 2 semaines à trouver des dispositions. Donc déjà, la première urgence a été d'évacuer les personnes, puis d'évacuer les véhicules. On a dû, tel Noé, ouvrir un chenal. Donc on a mis ce qu'on appelle des big bags qui ont permis d'avoir un couloir dans lequel on a pompé l'eau. On a étanché ce couloir de façon à pouvoir évacuer les véhicules. Donc c'est des mesures extrêmes de gestion de crise qui doivent être mises en œuvre. Auguste, c'est quoi le défi auquel on est confronté ? Donc, on peut d'abord mentionner que, effectivement, les extrêmes de précipitation ont tendance à se renforcer, à s'accroître. Alors, pour être un petit peu plus précis, si les valeurs moyennes de précipitation, donc il n'y a pas de tendance claire d'évolution, en revanche, c'est beaucoup plus clair sur les extrêmes, et qui sont aussi bien dans l'espace et dans le temps. Et on a des exemples assez récents d'inondations dans le Nord, à échelle un peu grande. Mais il y a aussi, je pense aussi, et c'est plus mon domaine de spécialité, il y a des phénomènes beaucoup plus locaux, de précipitations intenses, très locales, assez courtes, et qui vont engendrer des phénomènes de ruissellement. Si par exemple on est en milieu urbain, sur lequel il y a une imperméabilisation assez forte, l'eau va immédiatement se mettre à ruisseler, et il va y avoir des inondations locales. Et on a en tête des images qu'on voit de plus en plus régulièrement de stations météo, de stations de métro, qui sont inondées où il y a du ruissellement. Et c'est des images qu'on ne voyait pas du tout précédemment et qu'on a maintenant beaucoup plus l'habitude de voir. Et peut-être qu'il y en a une qui va apparaître. Ouais. Voilà. Qui va apparaître. Et un deuxième point que je tiens à mentionner d'emblée, c'est que la pluie, enfin les précipitations, donc c'est un phénomène qui est extrêmement variable intrinsèquement, aussi bien en espace et en temps. Et ça en fait un champ géophysique qui est même compliqué à mesurer directement. Et c'est un des défis qui est à relever. Catherine, peut-être une vision OCDE, donc plus large. Oui, effectivement. Ce qu'on voit ici, c'est des histoires ou des anecdotes qui semblaient peut-être être singulaires. Mais ce qu'on observe au niveau de nos travaux à l'OCDE, je gère le programme sur l'adaptation au changement climatique, on voit que les infrastructures sont vraiment au cœur de ce sujet. Et pourquoi ? Parce que si les infrastructures sont vulnérables ou sont exposées aux aléas du changement climatique, c'est-à-dire il y a des effets en cascade pour toute l'économie, et pour les communes, pour les communautés, et souvent aussi pour l'environnement. C'est-à-dire pour moi, les vulnérabilités des infrastructures ou la résilience des infrastructures, surtout des infrastructures critiques, sont vraiment au cœur si on parle de l'adaptation au changement climatique. Et je vous donne un exemple de l'extérieur de la France. Par exemple, la tempête de Sandy aux États-Unis en 2012, ça a inondé toute la ville. Et ça a empêché à plus que 5 millions d'habitants à New York d'aller au travail. Pour certains, pour 2 semaines, c'était la durée la plus courte, mais pour d'autres, ça a duré plus que 2 mois. C'est-à-dire pour une métropole qui est vraiment le cœur économique de cet État-là, ça a des conséquences beaucoup plus fortes. Et les infrastructures elles-mêmes sont souvent à la cause des événements extrêmes.
Par exemple, si on regarde les feux de forêt en Californie en 2018, on parle de campfires, l'opérateur électrique BGE a été rendu responsable pour les feux de forêt à cause d'un accident ou d'un dommage qui provenait de réseaux électriques. Dans notre étude qu'on a fait en 2014 sur une crue majeure d'une inondation à Paris, on a démontré que dans un tel événement, 250 km de lignes de métro pourront être inondées. Et aussi, plus que 5 millions de clients n'auront potentiellement pas accès à l'eau potable à Paris. Et tout cela, ça se traduit en termes de coûts économiques à ce qu'on a estimé à être 19 milliards en termes de perte d'exploitation de ces services critiques. On a fait une autre étude globale où on a regardé un peu ce que les États payent en termes d'endommagement pour les pertes des événements extrêmes. Et là-dedans, on a trouvé que la grande majorité, c'est-à-dire 2/3 de ce qui est payé par les gouvernements au sein de nos pays membres de l'OCDE, ça provient des infrastructures. C'est-à-dire l'État prend une responsabilité majeure pour les vulnérabilités des infrastructures. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre pour nous, en termes d'adaptation, les infrastructures sont vraiment au cœur de cette discussion. Et ce n'est pas une question d'un opérateur singulier de s'adapter, de trouver des moyens technologiques et financiers pour s'adapter. Pour nous, c'est vraiment une question que la société globale doit se poser. Qui doit s'adapter, à quel coût et qui doit le financer? Si on va sur les solutions, Auguste, qu'est-ce que vous faites concrètement pour travailler à l'adaptation? Oui, alors en termes de gestion des précipitations en milieu urbain, la tendance générale consiste à essayer de faire un stockage qui va être local pour éviter que l'eau aille immédiatement dans le réseau d'assainissement, qui sont des réseaux qui ont été dimensionnés il y a un certain nombre d'années avec des villes qui étaient plus petites et moins imperméables, et qui donc, avec les précipitations actuelles et le niveau d'imperméabilisation, ont tendance à rapidement déborder. Donc un stockage local, c'est différents moyens, que certains ont déjà été évoqués au cours de l'après-midi. Cet après-midi, avec des chaussées qui peuvent permettre une infiltration d'une partie de l'eau, des solutions fondées sur la nature, qui ont aussi des avantages donc, en termes de gestion d'eau, mais aussi de gestion des questions d'îlots de chaleur urbain. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces outils, de ces solutions, il faut développer des moyens de modélisation, et c'est ce qu'on fait entre autres dans mon laboratoire à l'École des Ponts. Ces outils de modélisation du cycle de l'eau en milieu urbain, avec différents objectifs. Il y a des objectifs qui sont en temps réel, à chaud, qui vont être de l'optimisation des flux d'eau dans les réseaux d'assainissement. Et puis il y a aussi des objectifs qui sont plus à froid, qui vont être d'études, avec deux objectifs par exemple, d'études d'événements passés, pour comprendre ce qui a dysfonctionné et remédier mettre en œuvre les solutions là où elles sont les plus efficaces. Et puis il y a aussi tout un effort de scénarisation pour essayer d'optimiser l'implantation de ces différentes solutions qui existent, pour que s'il y a une optimisation des choses à l'échelle du bassin versant et pas seulement à l'échelle locale, qu'une solution mise à un endroit ne va pas poser problème un tout petit peu plus loin. Il faut vraiment avoir une vision à l'échelle du bassin versant et développer ces outils à ces échelles-là. Christophe, qu'est-ce que peut faire l'exploitant que vous êtes? Il y a 3 grands types d'actions. Il y a effectivement les actions d'exploitation directe, de gestion de crise, de préparation de crise. Et puis il y a les actions autour de la conception des nouvelles infrastructures et de l'adaptation des infrastructures existantes. Alors, on a considérablement ajusté ces dernières années la façon dont on gère les événements. On a beaucoup plus d'anticipation, de suivi sur les données météo, de vérification sur les ouvrages dits sensibles, sur leur configuration, le nettoyage de ces ouvrages. Ça peut être extrêmement important, par exemple, de vérifier que le réseau d'assainissement est en bon état de nettoyage juste avant un événement comme ça. Quelques embâcles peuvent suffire à totalement démultiplier l'effet d'un événement. Et puis, ensuite, au moment où l'événement arrive, la priorité, c'est la sécurité des usagers.
bien sûr, l'aide aux interventions des secours quand c'est nécessaire, l'information aussi, pour éviter d'avoir plus de trafic qui vient sur une zone qui est en difficulté, et la préparation de la remise en service la plus rapide, après nettoyage et vérification de l'intégrité de l'infrastructure. Donc vraiment, c'est très processé, et on a, avec le retour d'expérience et les supports de nos experts techniques, vraiment les cibles identifiées sur lesquelles on travaille. Ça, c'est pour la partie exploit. Gestion opérationnelle. Ensuite, on a sur la conception des nouvelles infrastructures. Là, on a un vrai sujet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de référentiel. Donc, comment est-ce que je construis les grands projets de demain? J'ai aujourd'hui le même référentiel quasiment qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, il a un petit peu évolué, mais il n'y a rien, en tout cas, de vraiment très concret sur la prise en compte de ces événements extrêmes. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, parce qu'il y a un gros travail qui est fait, notamment avec les représentations locales de l'État, pour essayer de trouver les solutions les plus transparentes pour les nouveaux projets qui sont réalisés vis-à-vis d'un impact environnemental. Donc, Transparente, ça veut dire quoi? je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur le contournement ouest de Montpellier, on est en train d'étudier donc ce projet autoroutier. On avait initialement un projet qui consistait dans la vallée de la Mosson, qui est une vallée inondable, à avoir une série de petits ouvrages. Ça répondait aux prescriptions réglementaires telles qu'elles sont aujourd'hui, mais on a décidé de mettre en place un grand viaduc avec des piles très espacées qui permet vraiment de rendre l'infrastructure quasi transparente par rapport à un événement qui va au-delà des statistiques connues. Donc c'est ce type de mesure qu'on est capable de mettre en œuvre. Ça a un coût, bien sûr, mais ce coût, il est aussi beaucoup plus faible si on le prend en compte à la conception que quand on revient 30 ans après retravailler sur l'infra existante. Et donc ce dernier volet, c'est l'adaptation, l'aménagement des infrastructures existantes. Là, il y a en gros deux façons de procéder. Il y a, je viens renforcer la résilience de l'infrastructure pour qu'elle résiste à l'événement, ou je viens équiper l'infrastructure d'un dispositif qui permet de la remettre en service plus vite. Alors j'ai des petites photos là-dessus, si on a la possibilité de les voir. C'est les deux. Là, on y est. Donc voilà, là typiquement, tout à l'heure on voyait la zone inondée au nord d'Orléans. Donc on est venu travailler tout autour de l'axe pour créer des zones, des bassins de compensation qui permettent d'absorber une partie des inondations. Et on a construit un ouvrage de 5 mètres de large, 50 mètres de long, qui permet de faire circuler l'eau de façon beaucoup plus massive que le dispositif qui était existant. Donc c'est des travaux importants. On a dû faire une saignée dans une 2x4 voies, construire cet énorme ouvrage en béton, mais il va permettre de beaucoup mieux protéger l'autoroute, beaucoup mieux absorber un événement extrême, donc renforcer la résilience et en fait la capacité de l'infrastructure à donner son service. L'autre exemple, alors il n'est pas très parlant sans commentaire parce que je n'avais pas une super photo. On est ici au tunnel A86. Le tunnel A86, c'est un tunnel de 10 km qui ferme le périphérique A86, qui est le deuxième périphérique parisien. Et ce tunnel, il est extrêmement doté en équipements en tout genre. Et lorsqu'il y a la crue centenale de la Seine, événement qui arrive normalement une fois tous les 100 ans, mais qui a déjà failli arriver 2 fois, donc il est inondé. Donc l'eau rentre dans le tunnel. Donc là, la question, c'est pas de savoir comment on peut empêcher ça, mais de savoir en combien de temps on le remet en service s'il est inondé. Et donc, on a créé pour tous les systèmes qui sont en souterrain et qui protègent les serveurs et tout le dispositif de contrôle-commande, un système de sas de sous-marin avec des câbles qu'on est capable de débrancher en urgence et de rebrancher ensuite une fois l'eau partie. C'est ce type de solution qu'on sait faire aussi. J'aimerais qu'on regarde vers l'avenir. Quelles sont les pistes sur lesquelles on peut travailler à moyen long terme? Catherine, peut-être. Merci beaucoup. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez fait ça après le tunnel a été construit. C'est-à-dire, j'imagine, c'est beaucoup plus coûteux que le faire en amont quand on construit le tunnel. On a pour partie fait après, oui. Mais on a eu quelques frayeurs, justement, sur des événements de crue. Donc, on s'est dit que c'était une très bonne chose à faire. Peut-être je peux rajouter encore une fois un peu un regard national ou peut-être aussi systémique. Ce qu'on observe dans nos pays membres, qu'il y a une très très faible connaissance des vulnérabilités et voire
souvent aussi l'exposition des infrastructures critiques, c'est-à-dire l'évaluation des risques climatiques qu'on fait aujourd'hui au niveau national ou qu'on observe au niveau national. Ça devient assez technique, assez raffiné, mais ce qu'on trouve très rarement dedans d'une manière quantitative, c'est l'exposition et la vulnérabilité des infrastructures. Pas seulement des infrastructures en particulier, c'est-à-dire par exemple des autoroutes ou des rails, mais surtout aussi les effets de cascade qu'on observe entre les infrastructures, c'est-à-dire un regard systémique de notre vulnérabilité de nos réseaux des infrastructures. C'est-à-dire ça, c'est le premier point, de vraiment devoir raffiner la manière dont on fait ces évaluations du risque au changement climatique. C'est-à-dire à la fois les aléas, c'est-à-dire les modèles des aléas, mais aussi l'intégration des modèles des changements climatiques dans les aléas. C'est-à-dire ce sont deux étapes très clés, mais qu'on observe très peu. Si on fait ça au niveau national, ça ne suffit toujours pas de le rendre opérationnel au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut toujours décliner ce genre de modèle au niveau local. C'est très coûteux. Les mettre en jour régulièrement, c'est aussi très coûteux, mais c'est vraiment ça ce qu'il nous faut au niveau local. Et ensuite, avec ces données, avec ces connaissances, il faut sensibiliser les acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours des acteurs comme on a avec nous aujourd'hui qui savent ce qui leur attend. Par exemple, là, on travaille avec l'équipe de M. Verguet aussi sur le risque d'une sécheresse en Île-de-France. C'est-à-dire c'est un risque aujourd'hui qui est très mal connu. Parce que c'est long, parce que c'est si long par rapport à une crue, c'est pas aussi visuel et concret pour beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire, dans notre étude, on s'intéresse à chiffrer les coûts économiques, mais ce qu'on constate dans le processus, en parlant par exemple aux opérateurs de voies navigables, aux opérateurs de la production énergétique, qu'on n'est pas encore sur un point où il se pose la question de ce risque. C'est-à-dire, et si on vient avec tout ce qu'il existe aujourd'hui en termes de connaissance des risques en Île-de-France, c'est là où on peut pousser plus loin pour comprendre qu'est-ce que ça veut produire pour chacun des acteurs. Si je résume, c'est une très grande hétérogénéité de la sensibilisation, de la formation, des compétences en fait, des différents acteurs. Auguste, c'est quoi vos pistes à moyen et long terme pour travailler sur ces sujets ? Je pense qu'il faut insister sur la collaboration qui est nécessaire entre les différents acteurs qui sont impliqués, que ce soit les gestionnaires, des opérationnels, les entreprises qui vont effectivement construire les dispositifs, mais aussi les organismes de recherche. Qu'un des moyens de faire, et c'est ce qu'on développe, on travaille sur ces questions au laboratoire hydrologie, météorologie et complexité auquel j'appartiens à l'école des ponts, développer des outils d'aide à la décision qui vont être conviviaux et donc pris en main réellement accessible par les opérationnels, et qui soient aussi capables de prendre en compte la complexité des phénomènes qui sont étudiés. Et je pense notamment à l'hétérogénéité du tissu urbain, que ce soit en termes d'occupation du sol, de capacité d'infiltration, mais aussi l'hétérogénéité des champs géophysiques, comme celui qui nous intéresse pour les questions d'inondation principalement, ce sont les questions de précipitation. Il faut vraiment développer ces outils et qui les rendent pleinement accessibles. Et je pense qu'il est important de mentionner aussi la nécessité d'un changement de mentalité et d'une forme d'acceptation de la complexité. Et donc là, il y a des efforts de formation à faire auprès de tout le monde sur ces questions. On me dit qu'on va réussir à faire la connexion avec la ville de Tours, donc je vais peut-être arriver à la conclusion. S'il y a une chose à retenir sur nos échanges, sur quoi souhaitez-vous insister, Catherine ? Moi, je pense, si on rebondit sur la présentation qu'on a vue tout à l'heure de Royard, exactement. Moi, je trouve qu'il faut absolument aligner notre politique publique des régulations et de financement des infrastructures ou l'endommagement, on dirait, le financement du changement climatique avec ces objectifs de résilience. C'est-à-dire, si j'ai un fonds, par exemple, le fonds de la prévention en France, le fonds Barnier, si ce fonds dédommage les communautés à chaque fois, mais
dans cet esprit de reconstruire exactement quand on l'a eu auparavant, ça ne va rien changer en termes de construire la résilience. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien insister là-dessus, qu'il faut absolument aligner tous ces objectifs-là avec nos objectifs de la résilience. Quelque part, ça a été dit plusieurs fois, il faut peut-être arrêter d'indemniser certains dégâts, ne pas indemniser les pertes d'exploitation de certaines activités, c'est ça que ça veut dire concrètement ? Absolument. Et moi, personnellement aussi, je crains un peu que le dispositif assurantiel va ne pas aller très loin en termes de construire cette résilience dans l'avenir. Christophe, c'est pas un discours qui plaît, ça m'en parlera démocratie tout à l'heure. Christophe ? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure des grands chantiers qui sont à lancer. Tout à l'heure, je crois qu'il y a des intervenants qui ont évoqué 3% du coût de l'infrastructure ou quelque chose comme ça. Ce qui ferait, si on reconstruisait aujourd'hui le réseau autoroutier, je pense que ça vaudrait à peu près 200 milliards, donc ça ferait 6 milliards. Nous, on a fait une étude où on a testé les coûts d'adaptation. Alors, il n'y a pas que la résilience telle qu'on en a discuté aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'adaptation sur la réduction des impacts des milieux naturels. Il y a des gros chantiers, notamment pour préserver la ressource en eau, qui sont à mener. Et puis, il y a tous les chantiers qui sont associés au sismique aussi, où il y a pas mal de sujets, notamment dans le sud. Et puis, on a eu un petit rappel à l'ordre en juin dernier autour de Niort, là. Et nous, on évalue entre 5 et 10 milliards d'euros l'enveloppe. Donc, on est assez cohérent avec ce 3%. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas tout. Je pense que le travail sur la TRAC et sur le plan national d'adaptation au changement climatique est très important. On a besoin d'avoir une méthode, on a besoin d'avoir une stratégie, une priorisation. Et si je dois conclure, je dirais que le plus important, ça va être d'avoir une gouvernance. Parce qu'il y a des choix à faire. On a évoqué tout à l'heure qu'une bonne solution pour un pouvait être une mauvaise solution pour l'autre. On a souvent des cas comme ça, notamment quand on traite de l'eau, parce que si on enlève l'eau d'un endroit, elle va sur un autre. Et donc on a vraiment besoin d'une gouvernance avec les collectivités locales, avec l'État dans son incarnation centrale et dans son incarnation locale. Auguste, la conclusion du scientifique que vous êtes alors ? Oui. Alors je dirais que c'est un peu vraiment l'ADN du laboratoire où je suis. C'est vraiment pour assurer la résilience des villes face aux inondations. Il est important de comprendre les interactions complexes et à travers les échelles entre cette ville et son environnement géophysique. Et il y a un grand nombre de défis scientifiques qui sont très inspirants à relever pour comprendre ces interactions et notamment autour des questions d'hétérogénéité et de variabilité de ces champs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Alors, on va rejouer avec la technique. On me fait signe que tout marche hyper bien. Et oui, bonjour Christophe Boulanger. Je vous ai présenté tout à l'heure un peu dans le vide, mais on est ravis de vous retrouver en direct. Donc, je disais que vous étiez conseiller municipal délégué de la ville de Tours et vice-président du syndicat de rivière du Cher, qui gère 80 km de cette belle rivière. C'est exact. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien ? Très bien. J'avais un peu de stress jusqu'à ce que vous répondiez. C'est parti. Quels sont si on va sur ce territoire, quels sont pour vous les enjeux du territoire de Tours et de ce qu'on appelle la Loire moyenne en termes de résilience ? Alors, en termes de résilience, je pense que ce qui est important, c'est de savoir quel est le risque potentiel. Et quand on parle de crues, en fait, il y a plusieurs typologies de crues. Et j'ai entendu vous parler de crues dans le sud-ouest, dans le sud-est. On est sur des crues torrentielles de type Cévenol. Or, les crues auxquelles on peut être exposé sur la Loire moyenne ne sont pas du tout du même ordre. On est sur des crues qui sont beaucoup plus lentes. On envisage à Tours d'avoir en cas de crue dite centenale de l'ordre de 3 à 5 jours de préavis avec le système de préavis de crue qui est en place aujourd'hui, ce qui laisse le temps de se préparer à la crue. Par contre, une fois que la crue arrive, le risque de rupture du digue, il n'est pas prévisible et il peut être extrêmement violent. Donc c'est quelque chose de compliqué de dire à la fois on peut se préparer, mais on peut se préparer à quelque chose qui peut arriver, on ne sait pas où et avec un niveau de violence qu'on ne connaît pas. Donc ça, le premier élément, c'est bien prendre la mesure de à quel type de risque on est exposé, et c'est bien en connaissant ce risque qu'on met en place une stratégie de gestion de crise. Ça, c'est le premier élément.
Pour avoir un ordre d'idée hein, sur la Loire moyenne, entre Orléans et Tours, il y a 300 000 habitants qui sont en lit protégés par des digues et donc exposés à ces ruptures de digues, ce qui veut dire que le territoire potentiellement affecté le jour où ça arrivera, et c'est ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle à plusieurs reprises, c'est des dizaines d'hectares, des milliers d'hectares inondés sur des grosses parties de métropole et sur des périodes extrêmement longues, puisque la crue de 1856 a inondé le Val pendant plus de 3 semaines. Et donc la question de la crise et de comment on se prépare à la crise, c'est une chose, mais ce qui est beaucoup plus important du point de vue de la résilience, c'est ce qui relève de la gestion post-crise, qui est quelque chose de fondamental et auquel on ne se prépare pas assez. Et là, je cite juste un exemple. Tout à l'heure, il a été cité un exemple américain, je vais en citer un autre. Une crue, on peut comparer, du point de vue, pas du point de vue de la typologie, mais du point de vue des conséquences, c'est celle de 2005 à la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina. Sur cette crue de 2005, alors qu'on est dans un pays plutôt développé, les États-Unis, pour dire les choses, 2 ans après, les hôpitaux n'étaient toujours pas réouverts. On avait 50% des écoles qui n'étaient toujours pas réouvertes. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer effectivement la difficulté de redémarrer, de refaire partir l'économie derrière, de refaire partir les activités, tout ce qui relève des activités servicielles, la santé, l'éducation. Et donc, l'enjeu, quand on est sur ce type de crue, et sur cette durée, c'est bien de regarder, parce qu'en fait, le coût principal, il est plus lié à cette immobilisation d'activité en post-crise que pour la crise proprement. Alors très concrètement, comment est-ce que l'ensemble des acteurs du territoire, les acteurs à la fois institutionnels et non institutionnels, j'arrive pas, se mobilisent chez vous? Alors, comment ils se mobilisent? Ils se mobilisent avec la réglementation qui s'applique à peu près partout, pareil en France, mais simplement ces outils sont adaptés au territoire. Hein. J'imagine que vous en avez parlé sur votre journée. Donc, on est couvert par un PPRI, un plan de protection du risque inondation, donc des outils qui sont portés et pilotés par l'État avec une SLGRI, une stratégie locale de gestion du risque inondation. Donc, c'est tous ces outils qui doivent être alimentés, qui doivent être connus et qui doivent être adaptés au fil du temps à l'évolution du territoire, à l'évolution de nos activités. Et puis, on a... Ça suffit vraiment, ces outils, en fait, pardon, je vous interromps, mais ça suffit vraiment, il suffit d'appliquer la réglementation pour que ça marche? Alors, non, il ne suffit pas d'appliquer la réglementation. Cette réglementation permet le porter à connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on partage et qu'on sache de ce qui nous attend. Le deuxième élément, c'est que c'est sur la base de ces documentations et de ces organisations qu'on fait des exercices. Et ça c'est important. Et le dernier élément, ça doit mobiliser le territoire dans toutes ses composantes, acteurs institutionnels et économiques, pour que chacun se prépare à ces événements et se prépare à ce que je disais, à minimiser le risque, à se préparer au risque, mais aussi à redémarrer l'activité. Et là, je pense que l'un des outils importants que chacun doit porter, chaque entreprise doit porter, chaque collectivité, chaque institution doit porter, c'est ce qu'on appelle des PCA, les plans de continuité d'activité, qui sont des éléments extrêmement importants pour se préparer, chacun avec ses spécificités, ses organisations à ces événements. Si on fait un zoom justement sur le PCA, le plan de continuité d'activité, qu'est-ce qui est important selon vous dans ce PCA? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous recommandez dans la mise en place de son PCA? Eh bien, de bien gérer toutes ces phases, de regarder comment on protège son entreprise, comment on protège son administration avant que l'événement arrive, et puis comment on envisage de s'organiser après. Et quand on parle de gestion post-crise, il faut imaginer que tout le territoire est perturbé. Ça veut dire qu'une fois que l'activité va essayer de reprendre, eh ben on ne sait pas si les grands opérateurs seront au rendez-vous. Est-ce que l'électricité va revenir tout de suite? Est-ce que la téléphonie mobile va revenir tout de suite? Et donc, il va falloir qu'on envisage de retravailler en mode dégradé et que chacun, avec la plus grande autonomie possible, se reprépare à redémarrer. C'est quelque chose qui est extrêmement important.
pour ma part, moi, j'ai participé à la rédaction d'un PCA dans ma vie professionnelle antérieure sur une grande entreprise tourangelle. L'un des premiers enjeux, c'était aussi de savoir où habitent nos salariés, parce que imaginez redémarrer une activité si on ne sait pas où habitent nos salariés, si on ne sait pas si nos salariés seront concernés directement par la crue ou pas, et s'ils seront entre guillemets mobilisables pour travailler à la reprise de l'activité, c'est déjà une donnée extrêmement importante. Je cite juste cet exemple parce que c'est parfois des choses auxquelles on ne pense pas, mais pour que les salariés puissent revenir sur un lieu de travail, il faut que les infrastructures soient libérées, il faut que eux-mêmes ne soient pas directement concernés par la crue, parce que si leur maison est encore sous 2 mètres d'eau, je suis pas sûr qu'on arrivera à les mobiliser. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Regardez élément par élément quels seront les moyens qu'on imagine avoir à disposition pour redémarrer l'activité dans les meilleures conditions. Alors, je crois que vous nous aviez préparé quelques photos. Je ne sais pas si vous pouvez les partager. On n'a pas eu de chance tout à l'heure, mais si on fait un essai rapide et que ça marche, ça peut peut-être être bien de nous les expliquer un petit peu. Alors, non, moi, je n'avais pas préparé de photos. Bon, alors j'ai mal compris. Non, je suis désolée. Je voulais juste, sur les coûts, le surcoût pour la ville de Tours et ses alentours, vous avez fait des calculs sur combien vous coûtera l'adaptation. En fait, l'adaptation, il y a plusieurs niveaux. Alors, il y a le niveau qui est important, c'est le niveau organisationnel. Celui-là, c'est pas un coût extrêmement important, et c'est sûrement le sujet le plus efficace et qui porte le plus ses fruits. Et on le voit quand on fait des exercices de crise en préfecture. C'est où est-ce qu'on donne les priorités, où est-ce qu'on fixe les priorités. Les coûts de la préparation pour la collectivité, elle est extrêmement diverse. On n'a pas de chiffrage précis. Hein. Quand on regarde, je regardais les dernières données sur Katrina, qui est assez ancien, c'est l'ordre de 100 milliards d'euros sur un territoire qui est à peu près le territoire de la zone qui pourrait être inondée sur la métropole tourangelle. Moi, je fais juste un petit parallèle sur ces questions-là, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la tempête Sandy à New York. Certes, Sandy, on a mis du temps à redémarrer, mais Sandy, on a mis beaucoup moins de temps à démarrer que l'ouragan précédent, qui était l'ouragan Ida en 2012, parce que New York s'est malgré tout préparée parce qu'elle avait subi 10 ans avant une inondation du même type. Et donc, quand on dit que c'est bien la capacité de s'adapter, la capacité de redémarrer qui va dimensionner le coût final d'une crise de ce type-là, c'est bien le niveau de préparation et cette capacité à redémarrer qui va au bout du compte alourdir plus ou moins cette addition, et on est bien incapable de prévoir ce montant a priori. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion sur. Alors, un petit mot de conclusion. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que pour que tout le monde soit motivé, pour qu'un territoire soit motivé, il faut absolument entretenir la culture du risque. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui a émergé dans les lois Barnier de 94. Là, cette notion de culture du risque, moi, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, nous, sur la Loire moyenne, c'est que les 3 derniers crues centenales, les datent de 1846, 56, 66, et que depuis le 19e siècle, on n'a pas eu de crue majeure, et c'est extrêmement difficile de mobiliser des entreprises, des collectivités et des particuliers sur quelque chose qui paraît aussi lointain, et c'est tellement lointain qu'on pense que la probabilité que ça revienne est extrêmement faible. Et donc la question de informer, dire que ça va probablement se reproduire, on ne sait pas à quelle échéance, on ne sait pas quand, c'est quelque chose qui est une évidence pour les gens qui travaillent sur ces questions-là, qui l'est beaucoup moins pour le commun des mortels, et entretenir cette culture du risque, c'est quelque chose qui est fondamental si on veut être prêt. Il faudrait une petite crue, mais pas trop, là, juste pour l'exemple, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup, Christophe Boulanger. Merci à vous.
Écoutez, on arrive presque au bout de ce colloque. Je vais demander pour une mise en perspective à Lucille Schmitt de la Fabrique écologique de venir me rejoindre. Et d'ailleurs, je vais même lui céder la place. Merci de me donner l'honneur de faire une mise en perspective. Plusieurs choses me sont venues à l'esprit en écoutant nos échanges. La première que je voulais rappeler, c'est que lorsqu'on parle... j'ai oublié de dire qu'est-ce que c'est que la Fabrique écologique, mais vous regarderez sur le site. Allons-y pour entrer dans le contenu. La première chose que je voulais dire, c'est que sur les enjeux d'adaptation au changement climatique, ça avait été rappelé, mais peut-être qu'il faut insister là-dessus. On ne peut pas déconnecter la question de l'atténuation et la question de l'adaptation. C'est un point fondamental. Et au fond, il me semble assez important de dire que l'adaptation, parce que, au fond, elle rend visible la nécessité de s'adapter, tient à la visibilité des changements climatiques, au fait que chacun d'entre nous, aujourd'hui, est touché différemment selon les territoires, bien sûr, mais nous sommes tous touchés en France. Vous savez, la France est l'un des pays de l'Union européenne les plus touchés par la nécessité de l'adaptation, je voulais le rappeler. Les autres pays, ce sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, mais nous sommes un pays, notamment à cause de l'outre-mer, des Antilles, de la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc on est un pays particulièrement touché par cela, et de ce fait, parler de démocratisation et de planification, ça va de pair avec l'adaptation, parce que tous sont touchés, et donc tous doivent être d'une certaine manière responsabilisés. On vient d'entendre un élu qui nous parlait de la culture du risque. La culture du risque, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait faire partie de la culture générale, d'une certaine manière, de la société française. Donc je voulais rappeler ça. La deuxième chose, pour mesurer le chemin parcouru depuis quelques années, c'est de se rappeler d'un ouvrage que vous aviez peut-être lu, qui était paru en 2010, de Dominique Bourg et de Kerry Whiteside, qui s'appelait « Vers une démocratie écologique ». Le savant, alors attendez, il y avait trois choses, le savant, le citoyen et le politique. Et dans ce livre, Dominique Bourg, qui aujourd'hui est revenu complètement sur cette hypothèse, disait au fond, l'écologie c'est trop compliqué, le changement climatique est trop compliqué pour être partagé avec tous parce qu'on ne le voit pas. Et donc ce qu'il faut faire, c'est ajouter à nos institutions une chambre des experts, qui sera une chambre donc des savants. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, on est très loin, donc on est en 2023, c'était en 2010, et on est très loin de cela, et tous les chercheurs et tous les philosophes, y compris Dominique Bourg, disent très clairement qu'aujourd'hui, il convient d'associer les citoyens et que l'écologie est un enjeu de débat démocratique. Ça me semble être essentiel de mesurer, évidemment, comme ça va très vite, combien c'est compliqué aussi d'organiser de manière opérationnelle quelque chose qui est devenu une évidence. Alors à partir de là, on me pose la question des outils. Alors, je ne sais pas si je vais répondre sur les outils ou si je ne vais pas plutôt répondre sur la démarche, parce que c'est cela qui m'a frappé dans les différents échanges que nous avons eus, c'était plutôt l'idée qu'il n'y avait pas tellement de boîte à outils, ou qu'en tout cas il y avait des outils comme des plans. Vous savez, on est quand même un pays où on fait beaucoup de plans, il y a beaucoup d'acronymes, et puis d'une certaine manière, l'enjeu c'est quand même de faire en sorte que tous comprennent ce dont ils retournent. Et donc c'est plutôt en termes de démarche que j'ai envie de parler, et je commencerai par la planification. Il se trouve que j'ai travaillé au commissariat général au plan avant qu'il ne disparaisse puis ne réapparaisse, et qu'en France, nous avons une relation assez compliquée à cette question de la planification, parce que d'une certaine manière, nous avons une vision de la planification qui a plutôt tendance à tomber du ciel qu'à être vraiment une planification concertée. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche défendue par Elisabeth Borne, qui maintenant, vous le savez, a auprès d'elle un secrétariat général à la planification écologique, la proposition qu'elle a faite de créer des COP territoriales est une proposition très intéressante lorsqu'il s'agit justement de décliner dans l'approche territoriale qui nous occupe depuis le début de l'après-midi cette possibilité d'une planification qui ne soit pas seulement une planification au niveau de l'État. Lorsque vous écoutez ceux qui s'occupent du SGPE, l'un des principaux enjeux du SGPE, c'est d'abord de créer l'acculturation écologique au sein de l'ensemble de l'appareil d'État. Ce n'est pas quelque chose de fait encore aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute, un gouvernement, ça reste assez... Enfin, chacun est un peu dans son couloir de nage. Mais compléter, comme vient de le faire Elisabeth Borne, cette vision du SGPE par la possibilité de COP territoriale me semble être quelque chose d'extrêmement intéressant, avec au fond le fait d'assumer qu'on va aller discuter
avec des personnes, des élus qui ne sont pas de sa famille politique. J'ai été élu local, je sais ce que c'est que l'antagonisme politique, c'est pas quelque chose de rationnel, et j'ai entendu beaucoup de choses extrêmement rationnelles et techniques depuis le début de l'après-midi. Je tiens à dire que dans le rapport de force et dans la manière dont les choses se mettent en œuvre, il y a des choses qui tiennent parfois à l'irrationalité, parfois à l'incapacité à ce que deux personnes s'entendent. Et donc, cette façon dont Elisabeth Borne dit qu'elle va faire organiser des COP territoriales pour décliner la planification me semble être extrêmement intéressante. Et j'espère que les représentants de l'État trouveront en face d'eux des élus qui auront à cœur de réaliser ce qui devrait être une grande cause. Je vous rappelle que Laurent Wauquiez a quand même décidé qu'il allait s'affranchir de la loi sur le zéro artificialisation nette. Donc ce n'est pas quelque chose qui est acquis a priori, et quoi qu'on en pense et quoi qu'en pensent les chercheurs, on a devant nous des choses à améliorer lorsqu'il s'agit au fond d'organiser le triomphe des idées justes sur l'écologie. Mais donc sur la planification, des progrès intéressants et des outils qui me semblent devoir être salués. Sur la question de la démocratisation, là, je ne vais pas vous proposer d'outils, mais je vais constater qu'on a cessé d'essayer d'inventer des outils pour démocratiser les enjeux écologiques à partir du moment où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été évoqué de manière assez précise tout à l'heure et très juste, cette question de révolte, cette question de sentiment d'inéquité, enfin, pas de sentiment d'ailleurs, d'inéquité dans la mise en œuvre de la fiscalité carbone. Et depuis, nous vivons quand même dans l'angoisse qu'un mouvement des Gilets jaunes se reproduise et nous n'avons pas réussi à adosser les enjeux de transition écologique, à la fois en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation, à une pensée de la justice sociale. Et donc à partir de là, comment faire ? Plusieurs choses ont été tentées. Il y a eu le grand débat national et je vous invite, si vous en avez l'occasion, à regarder ce qui a été exprimé dans les cahiers de doléances sur ces enjeux justement écologiques, des contributions extrêmement intéressantes. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Elle ne portait pas sur l'adaptation, mais j'observe que les chapitres de cette Convention citoyenne pour le climat correspondaient pour beaucoup à ce qui relève de l'adaptation aujourd'hui. Se loger, se déplacer, bon, il y a d'autres éléments, se nourrir, c'est un peu différent, mais en tout cas, on voit bien comment atténuation et adaptation se rejoignent. Et on voit qu'à chaque fois, l'issue a été incertaine, frustrante, diraient certains, et en tout cas, pas suffisamment opérationnelle. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, nous n'arrivons pas justement à articuler la territorialisation, la prise en considération des inégalités de territoire et la manière dont nous faisons la loi, dont nous faisons fonctionner les institutions en France. Convention citoyenne pour le climat, loi climat et résilience. Certains ont dit qu'elle était d'un niveau d'ambition absolument insuffisant, y compris le Haut Conseil pour le climat, mais le zéro artificialisation nette a entraîné des levées de boucliers dans certains territoires parce qu'on était dans le trop d'ambition. Donc ce qui me semble sur ces questions de démocratisation et de prise en considération du fait de partager les objectifs de l'adaptation avec tous, c'est plutôt la manière dont aujourd'hui nos institutions fonctionnent et dont nous pourrions rapprocher la manière de faire la loi et l'enjeu territorial. Est-ce que c'est de l'expérimentation ? Est-ce que c'est du test ? Est-ce que c'est des manières de mieux travailler entre nos élus nationaux et les élus territoriaux ? Il n'y a plus de cumul des mandats, et moi j'étais plutôt pour la fin du cumul des mandats, mais j'observe que ça peut rendre plus difficile le fait de travailler ensemble. En tout cas, cet élément-là de manière de faire la loi, de mener de véritables études d'impact lorsqu'on fait des lois écologiques, me semble être un élément fondamental si on veut porter le chantier de l'adaptation à la bonne dimension démocratique. Sinon, ce qu'on observe, c'est que très souvent, lorsqu'on prend une loi dite de transition écologique, mais ça pourrait être tout à fait la même chose sur les lois dites d'adaptation, c'est qu'on est obligé de revenir sur un certain nombre de dispositions de la loi face à la réalité des territoires et face à la difficulté à concilier les dispositifs de la loi avec l'enjeu des inégalités et de la justice sociale. Donc ça me semble être un point essentiel. La deuxième chose dont il faut parler sur la question de la démocratisation et des outils, c'est évidemment la façon dont on peut intégrer les enjeux de recherche, les enjeux de complexité à la démocratie. C'est un point sur lequel beaucoup de chercheurs ont écrit des papiers très percutants
Et on est aussi un pays, je tiens à le rappeler, dans lequel les sciences citoyennes, les sciences participatives sont extrêmement vivaces, notamment sur les enjeux de biodiversité, sur les questions climatiques, je connais moins, mais en tout cas, nous sommes un pays où le dialogue entre chercheurs et citoyens est un dialogue qui existe de longue date. Mais ça ne signifie pas pour autant que lorsque la décision publique, lorsque l'élaboration de la décision institutionnelle se fait, les choses fonctionnent bien. Et donc toute la question, c'est comment ce triangle, citoyen, chercheur, décideur, j'allais ajouter aussi, c'est plus un triangle, entrepreneur, comment est-ce que tout cela peut fonctionner d'une manière telle que chacun ne se sente pas au fond mal considéré, mal écouté et mal compris. Vous savez, nous sommes dans un moment assez grave sur la question écologique. Nous sommes dans un moment où, au fond, beaucoup de ceux qui portent la connaissance, beaucoup de ceux qui portent les enjeux de recherche, beaucoup de ceux qui portent la vitalité sur le projet de société écologique se situent dans une optique contre. C'est même pas une optique de contre-pouvoir, c'est une optique d'interpellation, c'est une optique de déception. Et au fond, ce qui me semble important sur ces enjeux de démocratisation, c'est bien non pas d'inventer des outils qui pourraient ne pas fonctionner, parce qu'on en a déjà eu l'expérience, mais plutôt de mettre en place une démarche qui, lorsqu'on traite des acteurs, il a beaucoup été question du jeu d'acteurs depuis le début de l'après-midi, puisse prendre en considération les acteurs non pas abstraitement, mais les acteurs qui veulent se placer en situation de responsabilité partagée. Et par rapport à cela, je trouve que ce que portent par exemple des mouvements comme le Réveil écologique, ce que portent des mouvements qui portent une approche de contre-pouvoir, de proposition, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je ne proposerai pas de structure, mais je proposerai un nouvel esprit des institutions dans lequel il me semble que la recherche a plus à faire aujourd'hui au sein des ministères qu'elle n'est effectivement représentée, et où, en ce qui concerne les citoyens, lorsqu'on assiste à des réunions, moi j'ai organisé beaucoup de réunions citoyens, décideurs publics ou citoyens élus, on ne soit pas en permanence dans un jeu de rôle où les citoyens demandent à ceux qui décident ou à ceux qui sont élus des choses qu'ils ne pourront pas obtenir, et ceux qui sont élus ou qui sont en situation de décision promettent des choses qu'ils ne pourront pas donner. Je pense que le sujet, c'est bien cette responsabilité partagée, et en ce sens, je crois que nous avons quelque chose à construire conjointement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été aussi attentifs tout au long de cet après-midi. Je crois que nous sommes tous conviés à un sympathique cocktail au 2e étage. Ce sera fléché, il faut retourner vers l'accueil et on vous indiquera un escalier dans l'entrée qui vous permet d'aller découvrir une très jolie bibliothèque d'ailleurs de cette belle école. Merci.